Avant de commencer cet épisode, je voudrais partager un mot important. Les propos que vous allez entendre n'engagent que mon invité, le professeur Philippe Imbert. Il s'agit d'une discussion libre entre deux médecins et non de recommandations de prescription. Mon objectif avec Super Docteur est de donner la parole à des praticiens que j'estime et que je trouve inspirants, pour ouvrir des pistes de réflexion. Cela ne signifie pas que je cautionne personnellement ou partage chacun des points évoqués. Je vous invite donc, comme toujours, à exercer votre esprit critique et à vous référer aux recommandations en vigueur pour vos pratiques. J'ajoute que pour cet épisode spécifiquement, toutes les études que nous mentionnons sont disponibles dans la newsletter de ce podcast. Je ne disposais pas assez de caractères pour les mettre en notes, je les ai donc mis dans la newsletter et pour le coup, le lien est dans les notes de cet épisode, vous pouvez vous y inscrire gratuitement. Sur ce, place à la conversation avec le professeur Philippe Imbert, un médecin d'exception que j'estime personnellement beaucoup et qui m'inspire depuis de nombreuses années, autour de son dernier ouvrage consacré aux parasites, ces hôtes invisibles qui nous envahissent parfois à notre insu. Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes qui redonnent de la noblesse à notre métier pour soigner mieux et différemment. Aujourd'hui, je retrouve avec un grand plaisir le professeur Philippe Imbert que vous avez déjà pu entendre dans un précédent épisode et que vous avez été extrêmement nombreux à apprécier. Médecin, professeur aux multiples diplômes, compétences et clinicien passionné, Philippe Imbert nous revient avec un nouvel ouvrage aussi instructif que captivant, intitulé « Les parasites, ces hôtes invisibles qui envahissent notre corps ». Derrière ce titre intrigant se cache un univers méconnu mais omniprésent. Celui des vers intestinaux, protozoaires et parasites sanguins, capables de se dissimuler durant des années dans notre organisme. Ces envahisseurs discrets peuvent provoquer des troubles gastro-intestinaux, des infections chroniques, des syndromes carentiels, voire même des atteintes neurologiques. Et croyez-moi, si vous pensiez les connaître, cet épisode va nous permettre de mesurer l'importance de notre méconnaissance abyssale de ce sujet. Dans cet épisode, on va donc explorer ensemble comment les repérer, comprendre leurs effets parfois insidieux sur notre santé, et surtout comment les traiter efficacement. Mon invité partagera sa méthode clinique, ses anecdotes marquantes, et ses conseils précieux qui peuvent transformer notre pratique de médecin généraliste. Bonjour Philippe. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, c'est toujours incroyablement sympathique de t'avoir dans le podcast. Dans ton nouveau livre, que je recommande chaudement, que j'ai lu d'une traite, tu décris les parasites comme des hôtes invisibles capables de provoquer des maladies chroniques. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ils sont si souvent sous-diagnostiqués en médecine générale ? Alors, ils sont sous-diagnostiqués en médecine en général, j'allais dire, parce que les parasites interviennent dans énormément de spécialités et on n'y pense pas. On entend même, mais les parasites, je n'y crois pas, disent certains médecins. Mais c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que les parasites sont là tout le temps et j'allais dire, il n'y a pas un patient chez qui on ne doit pas évoquer le rôle des parasites à un moment donné. Et je me suis aperçu que depuis le temps que je m'occupe des parasites, j'ai probablement traité des malades et je les ai fait guérir d'une potentielle future maladie sans le savoir. Quand on sait aujourd'hui que de traiter les parasites peut prévenir des maladies, pourquoi pas encéphaliques, prévenir des cancers, prévenir des papillomavirus ou de l'herpès virus, on se dit, ce malade qui a un psoriasis, chez qui j'ai trouvé des signes en faveur d'un parasite, je l'ai traité et que n'ai-je pas eu comme de bons résultats sur son psoriasis et peut-être sur d'autres symptômes. Donc, comment ça m'est venu ? Eh bien, j'ai toujours aimé la clinique et la biologie. Et j'ai retenu une chose très importante de mes cours, c'est les éosinophiles. Au moment de ce cours où ces cellules n'intéressent personne, moi j'ai retenu ce mot courbe de Lavier. On ne sait pas trop à quoi ça correspond, je ne suis même pas allé regarder, mais ce que j'ai appris, c'est que de temps en temps, il peut y avoir un nombre élevé d'éosinophiles, puis ensuite plus rien, pendant 1 mois, 2 mois, 10 ans. Et puis ensuite, les éosines reviennent, et ça veut dire qu'il y a des parasites qui se baladent. Et donc, j'ai déjà toujours voulu regarder les prises de sang antérieures. Et je ne peux pas faire une consultation si je n'ai pas un dossier comme ça devant moi, avec toutes les prises de sang des 10-15 dernières années. Et c'est tout là-dedans que je trouve tout. Je trouve l'électrophorèse, avec au début une hypergamma polyclonale qui signe la présence des parasites. Puis, 5 à 10 ans plus tard, une hypogammaglobulinémie. C'est-à-dire que l'intestin est devenu exsudatif.
qu'on a perdu des anticorps dans l'intestin parce que ces parasites qui étaient là au début se sont installés sur un intestin malade qui petit à petit, au fur et à mesure qu'il devenait exsudatif, a perdu. Donc on a la dynamique. Et puis on voit ces éosinophiles qui montent à un moment donné. Et ils montent au moment où le malade a fait une radio pulmonaire, curieusement. Ah ben oui, docteur, il y a 10 ans, j'ai fait une pneumonie. J'ai été malade pendant 1 mois, on ne savait pas ce que j'avais. Et je me suis dit, ça c'est déjà une ascaridiose. C'est un parasite qui est passé par là, donc ce malade a des parasites. Et puis quand on apprend que ce malade se gratte partout, dans les cheveux, dans les oreilles, encore mieux au niveau de l'anus, mais il me dit, mais mon docteur a cherché les parasites, mais il ne les a pas trouvés, donc il ne les a pas traités. Et c'est là où le bas blesse, c'est pas parce qu'on ne trouve pas qu'il ne faut pas traiter. Un pruritanal, c'est avant tout un traitement antiparasitaire. Et après, on voit, dans 90% des cas, le malade va être guéri. J'ai des petits adages comme ça qui ont fait toute ma médecine et qui sont vraiment formidablement utiles. Par exemple, tu vas me dire que ce n'est pas vrai tout le temps, je suis d'accord, mais tout enfant constipé est intolérant aux protéines de lait de vache. Tu vois un enfant constipé, tu arrêtes le lait de vache, tu le vois au bout de 8 jours, et l'affaire est réglée. Tout enfant qui a eu des otites, des angines, qui a été opéré des amygdales, a une intolérance aux protéines de lait de vache. Travaux du docteur Rancé de Toulouse, eh bien personne n'a écrit ça, personne n'a redit ça, sauf il y a 2 ans, une étude qui seulement vient de sortir, rappelant que les otites moyennes des enfants étaient liées au lait de vache. C'est la seule étude que j'ai trouvée depuis ces 20 dernières années. Incroyable, alors que je savais ça depuis longtemps. Donc, retenir les adages, les petites formules comme ça. Toute personne qui a le rhume des foins a une intolérance au gluten. Quand tu sais ça, tu fais le diagnostic tout de suite de douleur abdominale. Pas besoin tellement d'aller plus loin. En revanche, si on dit oui, mais je vais voir avec une prise de sang, mais on ne la trouvera pas. Parce que cette nouvelle maladie due au gluten, décrite en 2015 par M. Lepvol, personne n'a entendu parler, personne ne connaît, eh bien, il n'y a pas d'anticorps. C'est comme ça. C'est intolérant au gluten, j'arrête le gluten, je vais mieux, j'en reprends, je suis malade. Donc, ces petits adages sont très très utiles, et notamment dans les parasites. Alors, très tôt, je voyais ces femmes qui, une femme sur 2 au moins, me disait, docteur, j'ai fait des cystites à répétition et des mycoses. Alors ça m'a intrigué, parce que je suis un homme. Je me dis, comment une femme peut faire des cystites? Et on nous apprenait, apprenez aux femmes à s'essuyer convenablement, ne pas d'arrière en avant, mais d'avant en arrière. Bon, je trouvais ça un peu puéril. Et puis je me suis dit, donnez-moi vos analyses d'urine. Et quand j'ai vu les analyses d'urine, je dis, mais ça, c'est pas une analyse d'infection urinaire. Ah bon, pourquoi vous dites ça? Regardez, il n'y a pas de globules blancs. Il y a 1000, 2500 globules blancs. Il n'y a pas les 100 000 globules blancs qu'on attend. Et les bactéries, il n'y a 4 bactéries. Ça peut être qu'une contamination. Ou alors il n'y a pas de bactéries du tout. Ou alors il y a des bactéries en nombre insuffisant. Donc je disais, c'est des fausses CBU. Et il y a une malade qui m'a dit un mot très intéressant. Elle m'a dit, ah oui, je crois que c'est des analyses blanches qu'elle m'a dit. C'est un très beau terme. Et puis les mycoses. Moi, je suis un rationnel. Une mycose, c'est une candidose sur les muqueuses. Donc c'est rouge avec des pustules mal limitées et puis des dépôts blanchâtres de lait caillé. Ça, c'est la candidose qu'on voit dans la bouche des enfants et qu'on devrait voir si on a une mycose vulvaire. Jamais une femme n'a ça. Jamais elle ne te parle de ça. Elle te dit, ça me gratte. D'accord, la candidose, ça peut gratter. Mais est-ce que c'est rouge? Non. Mais par contre, ça suinte, ça coule. Il y a des écoulements. Donc, c'est des écoulements qui grattent. Ça, c'est pas une candidose, c'est pas une mycose, mais c'est la manifestation des parasites. Et pourquoi j'ai su que c'était les parasites? Parce que j'ai regardé les prises de sang, j'ai vu les pics d'éosinophiles, et j'ai testé une première malade, une deuxième, une 100e malade. Et puis les malades m'ont écrit, docteur formidable, 15 ans de errance diagnostic devant mes cystites à répétition, et j'en ai fait plus depuis que vous m'avez traité les parasites. Alors il y a des patientes qui me disent, oui, mais c'était il y a 15 ans. Je dis, d'accord, mais il y a 15 ans, comme vous n'avez jamais traité, vos vers sont toujours là. Parce qu'ils sont incrustés dans la muqueuse. C'est ce que j'ai découvert, etc., etc. Voilà, j'ai été un peu long, mais il fallait que je te dise ça pour le commencement. Avant de poursuivre cet épisode, je voulais prendre une minute pour vous parler d'une application médicale que j'ai découvert récemment et dont je voulais absolument vous parler, c'est Medistory. C'est un logiciel conçu en natif pour l'univers Apple et croyez-moi, ça change tout parce que ça marche, c'est fluide et c'est super intuitif. Ce que je trouve notamment génial chez eux,
C'est leur outil appelé Loki. C'est une IA vocale intégrée qui retranscrit automatiquement soit ce qu'on lui dicte, soit les propos qu'on a échangés avec son patient pendant la consultation. Et en fait, il les intègre directement dans le dossier patient et il propose même de générer des documents. Donc ici, et avec cette solution, on parle de gagner du temps sur la saisie pour recentrer notre consultation sur l'essentiel qui est quand même notre patient. C'est vraiment top, l'interface elle est épurée, elle est vraiment pensée pour s'adapter à la pratique du médecin et pas l'inverse. Et en plus derrière, cerise sur le gâteau, c'est une équipe française avec un vrai engagement sur la sécurité des données qui sont hébergées en France. Bref, c'est du solide, je vous invite vraiment à le tester. Alors si vous êtes en train de vous installer ou si vous avez envie de changer d'outil et que vous êtes sur Apple, je vous encourage vraiment à y jeter un œil. Je vous mets, comme d'habitude, le lien en description dans les notes de cet épisode et je vous laisse tout de suite pour la suite de cet épisode. C'est fascinant, tu abordes déjà plein de sujets qu'on va pouvoir fouiller dans ce podcast, le vaste problème des cystites récidivantes de la femme, c'en est un. Ce qui me tend une perche pour ma prochaine question, justement, la question de la clinique. Je comprends que ce sont des maladies sous-diagnostiquées, néanmoins, toi qui es un clinicien hors pair, qui est très sensible à l'interrogatoire, à l'examen physique, j'imagine que pour faire ce diagnostic, tout part de là, d'éléments anamnestiques et d'examen clinique. Est-ce qu'il y a, s'il te plaît, des signes d'alerte, des signes cliniques qui devraient faire évoquer une parasitose en consultation de médecine? Oui. Alors, le maître mot, c'est prurite, démangeaison urticaire également, eczéma, dermatose immunoallergique. Bien sûr, on sait que derrière ces maladies, il peut y avoir des maladies graves, des lymphomes. Donc, on va être vigilant, on va examiner les ganglions et on va regarder les numérations pour être sûr qu'il n'y a pas une anomalie et l'électrophorèse. Mais avant tout, la première cause urticaire, c'est les parasites. Or, cette chose-là n'est même pas connue des médecins, même pas des dermatologues, qui donnent des antihistaminiques alors qu'ils devraient donner des antiparasitaires. Et heureusement, il y a 2 Allemands qui un jour se sont dit: je pense qu'il y a des parasites dans l'intestin, je vais les chercher. Eh bien, dans 80% des cas, ils ne les trouvaient pas. Et pourtant, ils étaient sûrs qu'il y en avait. Deuxièmement, ils se sont dit, on va traiter toute personne qui a de l'urticaire par des antiparasitaires. Eh bien, 100 personnes traitées, 80 guéries de l'urticaire ou du prurite après le traitement antiparasitaire. Donc, ça vaut vraiment le coup. Quand on a un test thérapeutique aussi fort que cela, on ne peut pas ne pas le faire. Très bien, ok. Et on va aborder ça aussi un petit peu plus tard. Donc la vaste notion du vermifugage qui a été systématique pendant des années, qu'on ne voit plus du tout pratiquer. On va parler de ça, toi et moi. Donc à ce que je comprends, quand on a un patient, une patiente devant nous qui a un prurite, un eczéma, une urticaire, le test thérapeutique par antiparasitaire est quand même très favorable et devrait être initié, c'est ça? C'est ça. Et c'est toujours là. J'allais dire, même si derrière cet eczéma, il y a une allergie alimentaire, ce qui est le cas chez les enfants, une intolérance, il y a les parasites. Parce qu'on découvrira après, maintenant j'ai fait tout le tour, que les parasites sont là parce qu'il y a une maladie de l'intestin. S'il n'y a pas de maladie de l'intestin, il n'y a pas de parasites. Ils ne se collent pas. Ils glissent. Ils vont dans les toilettes. Et j'allais dire, je suis même un peu provocateur, si vous trouvez des parasites dans les toilettes, c'est bon signe. C'est que vous n'en avez pas. C'est qu'ils passent et ils descendent. Par contre, si vous n'en trouvez pas et que vous avez des signes, ça peut être parfois le nez qui démange, les oreilles, le cuir chevelu, des démangeaisons un peu partout de temps en temps, pas toujours. Il y a une certaine période, les cystites, les mycoses. Et puis, chez les enfants, il y a l'énurésie, le pipi au lit. La petite fille qui se gratte, comme dit la maman, la zigounette. Bien, ça, faut savoir évoquer les parasites. Très bien. Donc, on va aussi aborder un peu plus tard la cause de tout ça. Tu viens de me parler de la maladie de l'intestin qui fait le lit de la parasitose et qui va pouvoir se greffer dessus. Et j'aimerais juste aborder d'abord avec toi les conséquences méconnues de ces infestations. Parce qu'on sait maintenant qu'une parasitose, ça peut être responsable donc de multiples symptômes dont on vient de parler, toi et moi, mais également de maladies autres. Est-ce que tu peux me décrire les maladies, les conséquences de ces parasitoses lorsqu'elles ne sont pas diagnostiquées et donc pas ou mal traitées, s'il te plaît? Oui. Alors, les parasites qui restent dans l'intestin, famille des ascaris, les helminthes, avec lesquels trichocéphales, et d'autres, anisakias, etc., anguillules, peuvent avoir des répercussions à long terme.
cet homme de 80 ans qui arrive, qui a eu une bonne santé, et qui d'un seul coup se met à se gratter partout, à avoir une altération d'état général, une éosinophilie qui explose, c'est une anguillulose. Cet homme a probablement fait la guerre d'Indochine, ou est parti dans les colonies, ou est parti en Guadeloupe, Martinique, comme c'est le cas d'un patient que je raconte dans le livre, et qui, à l'âge de 35 ans, a marché sur le sable et a contracté une anguillulose qui s'est installée là, dans son intestin pendant 40-50 ans, et qui, à la lumière de la baisse immunitaire, va se développer. Ça peut être une cause de mort, parce que si ce malade qui se gratte avec des éosinophiles, vous le mettez sous corticoïdes, il va mourir peut-être de son anguillulose. Donc on a tout intérêt à la diagnostiquer au début. Première complication, c'est cela. Deuxième complication, des parasites qui passent à travers la muqueuse. Et ça, c'est incroyable. Mais d'ailleurs, ils passent tous, puisque les ascaris, ils passent, mais reviennent. Ils vont à l'extérieur. Alors, je me suis toujours demandé comment ça se passe. J'aimerais bien les suivre. Ils remontent, et ils remontent tout dans les poumons. Donc, ils doivent passer par le foie, ils remontent par les poumons, et ils vont monter dans la trachée et vont redescendre dans la gorge, dans le pharynx, l'ésophage et l'estomac. Ils redescendent dans l'intestin. Eh bien, sais-tu, mon cher Mathieu, qu'il y a des patients qui, au milieu de la nuit, ont quelque chose au fond de la gorge, ils ont ressorti, c'était un ascaris. Drôle de surprise. J'ai une de mes patientes parisiennes qui a raconté ça à son médecin s'est moqué d'elle, lui a dit, madame, vous racontez n'importe quoi. Non, c'est le cycle de l'ascariose. Donc ça passe, mais il y a d'autres helminthes qui passent, ce sont les toxocaracanis. C'est une maladie que j'ai beaucoup étudiée, j'ai fait 10 publications dans des articles anglo-saxons sur cette maladie, avec les équipes de parasitologie du CHU. C'est une maladie passionnante et qui est la cause d'urticaire et de plein d'autres maladies, de pseudolymphomes par exemple, etc. Eh bien, ces larves, elles passent dans le sang, elles circulent. Il y a des gens qui vont faire de l'épilepsie si elles se bloquent là-haut. Il y a des gens qui vont perdre un œil si elles bloquent dans l'artère de l'œil. D'autres qui vont faire de l'asthme si les larves sont dans les poumons. Eh bien, ce que j'ai découvert pendant mes 30 ans d'activité autour de ces toxocaroses, c'est que pour avoir une toxocarose maladie, il faut que vous ayez une maladie de Crohn. Mais pas une maladie de Crohn comme on l'entend, c'est-à-dire pas celle où on est plié en deux sur les toilettes 24 heures sur 24. Non, une maladie de Crohn toute simple, avec des douleurs abdominales, des coliques, des gaz, des ballonnements, mais une biologie de Crohn, lysosime élevé, alpha-2 macroglobuline basse, anticorps anti-saccharomyces 16, carence en B12. Carence en B12, c'est un très bon signe. Eh bien, pour avoir une toxocarose, il faut avoir une maladie de Crohn. Si bien que quand je découvre une toxocarose chez quelqu'un qui a une urticaire, je fais le diagnostic en même temps d'une maladie de Crohn. Ce qui est assez utile pour le patient, qui pendant des années avait mal au ventre sans le savoir. Et puis, certains parasites vont consommer ta vitamine B12. Donc, un des patients, je raconte son histoire, va se mettre à buter dans les escaliers, avoir des fourmis dans les jambes, avoir des vertiges, petit à petit les cheveux blancs, parce que les cheveux blancs, c'est un signe, ça s'appelle la canicie, c'est un signe d'hypovitaminéose B12. Eh bien, ce malade avec baisse de B12 a une botryocéphale, un parasite, un ténia, des poissons, des lacs froids. Donc, vers chez nous, il y a beaucoup de lacs froids, probablement qu'il y a des botryocéphales, et il y en a, d'ailleurs, j'ai eu un patient qui va se manifester par de temps en temps des éosinophiles, et puis une baisse de B12. Donc, on va évoquer ce diagnostic, il y a même un sérodiagnostic qui va le confirmer. D'autres conséquences des parasites, ça c'est très important. Le papillomavirus, et ça c'est grave. Ces jeunes femmes qui ont des papillomavirus, elles ne savent pas comment s'en débarrasser. Elles ont des frottis du col régulièrement. On leur dit attention, on va biopsier, attention, on va faire une conisation. Mais ces jeunes femmes ignorent qu'elles ont des parasites intestinaux. Si elles ont des cystites, des mycoses par le passé, elles ont des parasites. Il faut qu'elles se traitent. Parce qu'on sait que ces parasites favorisent la multiplication des papillomavirus et favorisent de ce fait le cancer. Donc c'est valable aussi pour les cancers ORL à papillomavirus. Donc en déparasitant des malades comme ça, c'est ce que je disais au début, peut-être que j'ai prévenu l'apparition de cancers ORL ou gynécologiques. Favorise également l'herpès virus. Nous l'avons vu aussi pendant le Covid, favorise le Covid. D'ailleurs, les traitements antiparasitaires se sont révélés efficaces dans le Covid. Regardons l'ivermectine. Curieux. L'ivermectine efficace dans le Covid, c'est peut-être pas parce qu'il agit directement sur le virus, mais peut-être qu'il agit sur les parasites qui entretenaient le virus. On a vu des bactéries, l'impétigo, un enfant qui a un impétigo sur le visage, pensons au... Et donc,
Aujourd'hui, autant avant, c'était lassant, tu vois arriver un enfant qui a plein de verrues sur les mains. Qu'est-ce qu'on va faire? Soit on va le martyriser avec de l'azote liquide, et ça, je ne veux plus faire. Soit tu racontes des belles histoires, tu mets un produit. Mais avec l'histoire des parasites, il y a plein de choses à raconter. On pose des questions. Est-ce qu'il se grattait le derrière? Est-ce qu'il a eu un peu d'urticaire? Est-ce qu'il a ceci? Et tu traites les parasites. Déjà, avec ça, tu as peut-être la chance de voir disparaître les verrues. Et combien de fois j'ai vu disparaître les verrues en traitant les parasites? C'est passionnant parce que, en fait, tous ces parasites sont responsables d'une multitude de symptômes et Exactement. donc d'une multitude de conséquences. Et quand on se donne la peine d'y penser, donc grâce notamment à ton travail, à ton livre, je le rappelle, destiné plutôt grand public, Bien sûr. mais qui est passionnant pour tous les soignants parce que ça nous permet de nous rendre compte à quel point ces pathologies sont sous-diagnostiquées, elles sont responsables d'une multitude de symptômes. Et j'ai une petite question subsidiaire. Tu m'as mentionné l'ascaris qui passe, qu'on ingère, puis qui passe par le tronc-porte, le foie, qui remonte dans les poumons, puis qui peut revenir dans l'intestin. C'est le cycle naturel. Mais comment fait-il? Pourquoi il se dirige dans ce sens-là? Est-ce que tu le sais? Non, et ça, c'est une C'est question d'une que je me étrangeté pose. folle. Ouais, ça, c'est fou. Et pourquoi ils reviennent? Pourquoi ils reviennent Ah dans ouais. l'intestin? Pour refaire ce cycle et répondre des œufs et refaire des larves et des adultes. C'est un mystère. Peut-être ça Un sera mystère. l'objet d'un second livre. Ouais. Philippe, est-ce qu'il y a des parasites utiles, des saprophytes qui colonisent notre lumière intestinale, qui sont en symbiose avec nous, dont on peut peut-être se servir pour gérer le microbiote, pardon, pour je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des parasites qui peuvent être utiles à notre santé? Alors je le crois, je suis pas assez féru pour le démontrer et le dire, mais quand on parle de microbiote, on parle des virus, des champignons, des bactéries, mais personne ne parle des parasites. Ils font partie du microbiote. Donc ils ont leur place dans le microbiote. Donc ils ont une place prévue au même titre que les bactéries. Donc on ne doit pas traiter tout le monde. Une maman qui a fait des cystites, je vais donc la traiter. Elle me dit, est-ce qu'il faut que je traite tous mes enfants? Au début, je le faisais. Et puis, depuis quelque temps, j'ai réfléchi en me disant, mais pourquoi tu les traites? Ils n'ont aucun symptôme. Pas un seul symptôme. Donc, non, ne traitons pas. Peut-être que les parasites ont un rôle important. Et probablement qu'ils l'ont, au même titre que les bactéries qui fabriquent des substances utiles à la protection de la barrière intestinale, par exemple. Mais dès qu'il y a un déséquilibre, dès qu'il y en a trop, il va y avoir des problèmes. Alors, pourquoi il y a trop de parasites? Parce qu'ils vont se coller. Quand vous avez une muqueuse qui est complètement suintante, gluante, vous imaginez ça très facilement, les vers vont se coller. Eh bien, quelqu'un s'est amusé à compter ces vers et il s'est aperçu qu'il pourrait y en avoir 5000. Donc on dit le parasite. Non, c'est pas le parasite, c'est les milliers de parasites. 5000 parasites sur une muqueuse, là ça donne des dégâts. Et cette muqueuse, ben, vous allez établir le diagnostic de MICI, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, en quelque sorte des sortes de maladies de Crohn, soit des maladies dues au gluten et au lait de vache, et on appellera ça la maladie de Monsieur Lebvol, qui en 2015 a publié de tels cas, mais personne n'en parle, c'était il y a 10 ans. Personne ne veut le reconnaître parce qu'on dit que c'est une mode. Mais si vous lisiez tous les commentaires des personnes sur mon Facebook qui disent mais c'est fantastique, j'avais mal au ventre depuis des années, je me grattais, depuis que vous m'avez traité les parasites, vous avez supprimé le gluten, ma vie a changé. Sinon, je n'y croirais pas, je ne serais pas plus fou ou plus imbécile que n'importe qui si cet arrêt du gluten n'était pas utile. Mais il est clair que c'est très utile. Et en même temps, j'ai découvert, et ça fera l'objet d'un livre qui va sortir prochainement, les signes cutanés de cette intolérance, toxicité au gluten et au lait de vache. Et ça va être un grand boom parce que du coup, n'importe quel médecin devant son malade va dire, aïe, là, vous avez les signes du gluten et du lait de vache. Donc, moi j'ai mis beaucoup de temps au début pour caractériser, essayer de trouver, il fallait que je trouve le petit argument. Ça pouvait être ça pouvait être le rhume des foins, ça pouvait être une expérience. C'est vrai que je suis allé dans de la famille en Italie, on mangeait pas de pain et là je suis allé beaucoup mieux. Comme ça, je trouvais leur intolérance, mais également dans des maladies comme l'eczéma atopique. C'est très facile à faire un nourrisson qui est atopique, vous arrêtez le lait de vache, il guérit tout de suite en 15 jours. Quand il est un peu plus grand, vous arrêtez le lait de vache et le gluten, il guérit en 15 jours, 3 semaines. Là, on avait des preuves absolues. Vous réintroduisez ces aliments, ils rechutent.
Alors j'avais souvent tendance, et c'est ce que je dis à mes malades, je dis: «Vous savez, ces parasites, ils sont curieux. Pourquoi? Parce qu'ils produisent une réponse immunitaire de type allergique. Parce qu'ils font produire des IgE. C'est ce qu'on a appris. En fait, c'est pas souvent le cas. J'allais dire, c'est même pas très fréquent. Mais j'aime à le garder en tête parce que ça explique pourquoi ça gratte. Ça explique pourquoi il y a de l'allergie. C'est devant des manifestations allergiques qu'on va penser aux parasites. En gros. Très bien. Donc, est-ce que tu viens de m'expliquer le rapport entre la muqueuse digestive pathologique, qui fait le lit de la parasitose, ce qui fait qu'on diagnostique deux pathologies en même temps, c'est bien ça? Oui, Et est-ce que exact. tu peux m'expliquer le lien avec l'allergie? Comment on fait le lien entre la maladie digestive, la parasitose et l'allergie? On comprend qu'elles sont liées, mais comment elles sont liées par physiologie? L'allergie à quoi, veux-tu dire? Par exemple, gluten, enfin, intolérance gluten ou Ok. allergie aux protéines des laits de vache? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un tissu conjonctif particulier, dit hypermobile, c'est-à-dire hyperlaxe, vous pliez votre pouce, il arrive presque au contact de l'avant-bras, ou vous faites des entorses, ou vous avez des tendinites, vous avez un tissu conjonctif hypermobile, donc vous avez le leaky gut. C'est quoi le leaky gut? C'est les cellules qui ne se touchent pas, qui tiennent pas bien, et donc passent entre les cellules des cochonneries, des microbes, des métaux lourds. C'est comme ça qu'on a l'intoxication aux métaux lourds. Donc cette muqueuse, elle est pathologique, elle va s'enflammer, des La muqueuse parasites vont venir digestive. dessus. Digestive, muqueuse digestive. Donc, qui a découvert cette relation? J'espère pas être trop présomptueux en disant que c'était moi, en 2016, il y a moins de 10 ans. J'ai découvert que quand on était, et avec Lauriane Louvrier, qui était une étudiante en pharmacie qui a fait son travail là-dessus, quand on a une hyperlaxité, on a un leaky gut. Donc ça veut dire que vous êtes prompt à faire une entéropathie au gluten, au lait de vache, ou une maladie de Crohn, une entéropathie de Mickey. Donc vous avez ça. Et à ce moment-là, le lait de vache qui contient des grosses molécules, caséine, par rapport au lait de chèvre qui contient de la caséine plus petite. Donc la caséine grosse va abîmer la muqueuse. Et vous allez faire quoi? Des infections ORL à 6 mois, 1 an, 3 ans, 4 ans. Et on va vous opérer des amygdales. Donc ça, c'est la toxicité du lait de vache. Puis, à partir de 2010, là où il y a eu un nouveau gluten, c'est-à-dire ce qui n'est plus le blé des paysans variés, différents des régions, mais un blé fabriqué par une seule même usine avec des pesticides pour que les récoltes soient toujours bonnes, bourré de pesticides, ce gluten va donner la maladie de l'Epvol, c'est-à-dire l'irritation de la muqueuse intestinale. Et après, cette inflammation chronique peut déboucher sur la maladie de Crohn. Alors bien sûr, il y a des maladies de Crohn entièrement génétiques, propres à l'individu, mais il y a quand même beaucoup de maladies de Crohn induites par le gluten lait de vache. C'est-à-dire qu'à force de frotter deux cailloux entre eux, de temps en temps, il va y avoir des étincelles et la maladie, le feu va prendre, donc la maladie de Crohn peut apparaître. Alors, maladie de Crohn, c'est un petit peu fort comme diagnostic parce qu'on me met souvent en opposition en me disant une maladie de Crohn, il y a une biopsie de granulome. Oui, d'accord, mais quand on n'a pas le granulome, on peut quand même, avec des symptômes de Mickey, avec la biologie de la Mickey, dire qu'il y a une maladie de Crohn, parce que parfois on n'aura jamais de biopsie. Et si on attend une biopsie, on va laisser ce malade dans la souffrance des années. Et c'est ce qui arrive avec mes malades, 15 ans, 20 ans de souffrance. On trouve la suspicion de Mickey, je traite comme une Mickey et ils guérissent. Ça vaut quand même le coup. Et c'est parfois 5 ou 10 ans après qu'une endoscopie faite parce qu'il y avait des polypes dans la famille va trouver enfin la maladie de Crohn qui a été passée inaperçue au travers de 5, 8 coloscopies préalablement. Et on sait que les coloscopies sont normales une fois sur deux. Alors j'ai parfois des médecins qui me disent, moi je ne suis pas d'accord, il faudrait faire une coloscopie. Mais si on a tous les arguments, pourquoi prendre le risque d'une coloscopie dangereuse, risque de perforation, sachant qu'elle va être normale une fois sur deux, et que si elle est normale, ça risque de pousser le médecin et le malade à croire qu'ils n'ont rien. Donc si on a les critères diagnostiques, que vous pouvez d'ailleurs mettre dans ChatGPT, quand je mets dans ChatGPT, ce malade a des aphtes, il a mal au ventre, des ballonnements, des gaz, de la constipation, il a des douleurs en coup de poignard, il a une vitamine B12 effondrée, c'est au niveau de l'iléon que la vitamine B12 est absorbée. Il a, alors, B12, B9 et vitamine D effondrée égale Crohn. Les études iraniennes, les études grecques ont montré ça. Donc, des fois, ça va vite.
il a un lysozyme élevé, mais peu de personnes dosent le lysozyme, curieusement. Il a une alpha-2 macroglobuline basse. Il y a des études qui ont montré que si l'alpha-2 macroglobuline basse, c'est un Crohn. Donc vous mettez tout ça et l'intelligence artificielle vous dit oui, c'est une maladie Crohn. Ça fait quand même plaisir. Et surtout, vous avez votre test thérapeutique qui va guérir le malade. Et si vous ne le guérissez pas, il faut creuser, aller plus loin. C'est que c'est peut-être encore autre chose. Et ça me fait penser à un titre d'un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Michel Onfray, qui a écrit un livre qui s'appelle Le réel a bien eu lieu. C'est exactement ça, c'est-à-dire est-ce que l'important c'est pas d'essayer des choses en tant que soignant et de constater parfois que les patients sont guéris, ça c'est le réel. Mmh. Et par contre, est-ce que c'est intéressant de soulever des polémiques et de se poser des questions et de s'assurer de cocher des cases diagnostiques pour faire un diagnostic? C'est pas ça qui est intéressant, c'est de s'occuper des gens. C'est de Exact. s'occuper des gens et on a le droit de se tromper, on a le droit de mal les soigner, mais l'important c'est de s'en occuper et c'est de les soigner. Et c'est ta philosophie, et c'est pour ça que je suis très heureux de te recevoir à nouveau et que je suis tout à fait aligné avec ta vision des choses, mon cher Philippe. Tu m'as abordé la courbe des IgE en début d'épisode. On a abordé longuement la clinique, on a digressé avec joie au début de cet épisode. Est-ce que nous pouvons, s'il te plaît, revenir, lorsqu'on a une suspicion de parasitose chez notre patient, sur les examens paracliniques à demander? Donc tu nous as parlé des IgE, tu nous as dit qu'ils ont pu être augmentés il y a des années, d'où l'importance de récupérer tout le dossier du patient avec les IgE qui datent parfois d'il y a plusieurs années. Mais est-ce qu'il y En a fait, d'autres choses Mathieu, à demander? tu veux dire les éosinophiles. Et Les, souvent, pardon, excusez-moi, ouais, exactement, les on fait la éosinophiles. confusion. Quel est le Pardon. lien d'ailleurs entre IgE et éosinophiles? C'est important à savoir. Les IgE, c'est des anticorps, une défense immunitaire humorale qui va se faire à l'égard d'allergènes alimentaires, par exemple, puisqu'on parle de l'intestin, ou d'allergènes parasitaires. Donc, les lymphocytes vont fabriquer des IgE pour attaquer les parasites. Et les éosinophiles, eux, arrivent pour manger soit le parasite directement, soit le complexe IgE-parasite. Donc, on a Exactement. souvent une relation équivalente entre l'augmentation des IgE et les éosinophiles. Mais souvent, les IgE sont renseignés dans la partie allergie des prises de sang, or que ça serait mieux dans la partie infectieuse, Mhm. puisque c'est une réponse immunitaire à l'égard des parasites. Donc, c'est les éosinophiles qui font cette courbe de Lavier, et peut-être on aurait la même chose avec les IgE, d'ailleurs, ton idée n'est pas mauvaise, on pourrait avoir ça. Donc, ces éosinophiles, pourquoi ils augmentent? Alors, on a toujours dit les parasitoses s'associent à des éosinophilies constamment, qu'on a dit. Et un jour, j'ai demandé à un parasitologue, je dis, mais enfin, constamment, vous dites ça, mais on ne voit pas constamment. Ils disent oui. C'est ce que disent d'ailleurs certains médecins qui disent, ça ne peut pas être une toxocarose parce qu'il n'y a pas d'éosinophile. Mais si, il y a une éosinophilie, mais dans le tissu où il y a le parasite. Et les anciens parasitologues ont dit, il y a une hyperésophilie partout, mais dans le tissu, pas dans le sang. Donc, quelqu'un qui a une sérologie de toxocarose avec une histoire de toxocarose et pas d'éosinophile sanguin a probablement une toxocarose quand même, parce qu'il devrait avoir des éosinophiles dans le tissu, là où le parasite s'est installé. Donc c'est très important de considérer. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres examens paracliniques oui, à alors demander? bien sûr, donc bien sûr. Euh, Certainement pas de les chercher dans les selles, parce que c'est souvent négatif. On peut le faire. Si on trouve, c'est intéressant. Parfois, on cherche, et qu'est-ce qu'on trouve? Un protozoaire, un blastocystis ou un Dianthomeba fragilis. C'est un protozoaire, c'est un parasite unicellulaire qui se balade. Et lui, on le trouve facilement. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Parfois, les docteurs ils disent, ah ben oui, ce parasite, on va le traiter. Un petit peu de flagile, il va dégager. Mais c'est pas suffisant parce que ce parasite, il signe la présence plus haut des parasites helminthes qu'on ne voit pas. Donc ce petit blastocystis, il dit attention, ça y est, il y a bien les parasites helminthes responsables de l'urticaire, des prurites, etc. Et je dis que ce petit blastocystis, c'est le petit oiseau du dos du rhinocéros. Si vous voyez le petit oiseau, c'est qu'il y a le rhinocéros qui est par là, donc il y a les helminthes. Donc on ne se contente pas de traiter par flagile, on va traiter aussi par albendazole. Et on a la preuve ainsi qu'il y a bien des parasites. Ensuite, il y a l'électrophorèse des protéines. Les gamma-globulines sont très importantes. Il y a une hypergamma polyclonale qu'on va voir dans des maladies inflammatoires, auto-immunes, dans la sarcoïdose, dans certains lymphomes, mais dans les parasitoses. Ça, c'est un signe très important. À partir de 14%, je considère que c'est valide. Et puis, alors, certains ont pu doser des choses qui coûtent cher et pas rembourser, mais pourquoi faire? Alors qu'ils
Il n'y aurait qu'un test thérapeutique à faire. C'est l'éosinophile cationique protéine. Oui, s'il y a des éosinophiles dans l'intestin, il y en a très certainement. On trouve aussi parfois des cristaux de Charcot. C'est quoi les cristaux de Charcot dans l'intestin? C'est des complexes avec des IgE. Puisque dans l'intestin, il y a le parasite, donc il y a des éosinophiles dans l'intestin, il y a des IgE dans l'intestin. Mais c'est difficile à trouver, etc. Et pourquoi on ne trouve pas de parasites dans les selles? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que je pense que les parasites se collent. Donc ils ne circulent pas dans le tube digestif. Ils sont collés et recouverts de mucus, donc souvent on ne les voit même pas par la vidéocapsule, etc. Ils sont même sous les plis. Et puis, franchement, est-ce qu'un être vivant, un être vivant pluricellulaire, va se complaire à vivre dans les matières fécales? Non. Donc le parasite, lui, il a besoin de nutriments qu'il va aller trouver sur la muqueuse intestinale et pas dans les matières fécales. Donc il a peu de chances de se trouver dans les selles. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Non, les autres signes vont être des signes d'entéropathie, en fait. Parce que les deux sont associés. Si on a des parasites, c'est qu'il y a une maladie de la muqueuse. Maladie cœliaque, maladie non cœliaque, maladie de Crohn, Miki, etc. Et donc la relation marche aussi à l'inverse, c'est-à-dire que quand on a une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, ça fait le lit de la parasitose, mais Exactement. la parasitose qui va passer parfois à travers le leaky gut va aussi faire le lit de l'inflammation de la muqueuse. Exactement. Et il y a une chose sur laquelle tu as attiré mon attention, c'est les allergies. Effectivement, on fait des allergies alimentaires parfois à la pomme, à la poire. Les gens qui ont de l'eczéma, ils sont intolérants au lait de vache, intolérants au gluten, mais en même temps, ils ont des allergies à la cacahuète, à la noisette, à la pomme. Eh bien, on sait que la présence des parasites augmente les allergies alimentaires IgE-dépendantes. D'autre part, on sait aussi que si on tue les parasites, on diminue les allergies alimentaires. Et on diminue la sensibilité au lait de vache et au gluten. Donc, vous voyez, en traitant les parasites, on améliore beaucoup de choses de ce système qui concourt au développement d'eczéma ou de l'urticaire. C'est passionnant parce que c'est un grand thème de la médecine fonctionnelle, la santé digestive. Oui. Et c'est un thème qu'on retrouve depuis des centaines, voire des milliers d'années. L'Ayurveda, médecine traditionnelle, accorde une grande importance à la santé digestive. Comme quoi la tradition a quand même son importance. Oui, C'est passionnant. ouais, intéressant. Philippe, à la place d'un médecin généraliste en cabinet qui reçoit le tout venant, j'ai envie de dire, des patients qui se plaignent de symptômes assez communs, dans quelle situation clinique conseillerais-tu de rechercher systématiquement une parasitose? Alors, tout le temps, j'allais dire tout le temps, parce qu'il y a un questionnaire qui va s'appliquer à toutes les situations pour lesquelles on me consulte en médecine interne, c'est-à-dire en gros en médecine générale. On vient parce qu'on a des troubles de l'équilibre, des vertiges. Eh bien, c'est pas ORL. Et quand on questionne nos collègues ORL, ils disent arrêtez de nous envoyer vos vertiges, on trouve jamais rien. C'est rarissime d'avoir des syndromes vestibulaires, etc. Par contre, on sait que les vertiges, c'est un signe de Mickey. Et ça, on ne nous l'apprend pas beaucoup. Mais quand vous regardez sur la biblio, il y a des centaines d'articles, vertigo, dizziness, etc., dans le cadre des Mickey. Puisque aussi le gluten donne des vertiges. Or, la maladie due au gluten touche une personne sur 10 aujourd'hui. Sur 10. Donc, vous avez toutes les chances de le trouver chez le malade qui est là. Et il y a même des patients qui exagèrent un peu et qui disent à tout le monde, oui, n'allez pas chez le professeur Imbert, ils trouvent des intolérances au gluten chez tout le monde. Mais d'une part, ils n'ont pas tort, mais j'ai également raison. Parce que ces gens qui viennent pour des pathologies, non seulement c'est pas une chance sur 10 qui sont allergiques au gluten, intolérants au gluten, mais peut-être une chance sur 2, puisque leur pathologie est probablement liée au gluten. Quand on sait qu'on améliore le Parkinson en supprimant le gluten, quand on sait qu'il y a des évidences d'amélioration des scléroses en plaques par suppression du gluten, et j'allais dire, bien sûr, des parasites associés et de toutes les carences associées. C'est ça aussi, quand on ne traite pas simplement supprimer le gluten, mais traiter toutes les conséquences. Alors, ce que je dis là, il y a parfois des personnes qui mettent des commentaires. Oui, n'importe quoi, la sclérose en plaques, alors que bien sûr qu'il y a des anticorps monoclonaux, qu'il y a des biothérapies. Mais pour autant, si cette sclérose en plaques, il y a des articles qui l'ont parfaitement démontré, est initiée, favorisée par le gluten, qu'est-ce qu'il y a de dangereux d'arrêter le gluten et de traiter les parasites? Donc il faut le faire. Et j'ai beaucoup de malades qui ont été améliorés. Et de même, les épilepsies.
Quelqu'un qui a une épilepsie, je vais lui demander s'il se gratte. Vous grattez les cheveux, les oreilles, les parties génitales, l'anus, un petit peu partout. Oui, il suffit qu'il se gratte un petit peu partout pour que j'évoque une parasitose. Et si j'évoque une parasitose, j'évoque le gluten. Eh bien, savez-vous qu'aujourd'hui, la première cause des épilepsies, c'est le gluten. C'est incroyable. On peut taper sur PubMed tout de suite, Caesar, épilepsie, et gluten. Il y a des centaines de publications. Et il y a même une association à Genève qui s'appelle Stelior, qui s'occupe particulièrement du gluten et de l'épilepsie. Incroyable. Et j'ai, dans mon expérience, 3 à 4 malades qui ont guéri de leur épilepsie, qui ont pu se passer du Tegretol et des traitements qu'ils avaient. À tel point que ça m'a valu, c'est ça qui m'inquiète un peu, un conflit avec une consoeur qui m'a attaqué parce que je faisais, soi-disant pour elle, n'importe quoi, supprimer le gluten à une jeune fille qui avait de l'épilepsie. Cette jeune fille était très malade, elle avait un diabète de type 2, elle était en surpoids, elle avait un hirsutisme, elle avait une entéropathie, avec tout ça. Quand je l'ai prise en charge, elle a perdu du poids, elle a plus de poids, elle allait bien, elle a plus fait d'épilepsie. Mais tout ça, c'est basé sur les sciences. C'est pas, ça sort pas de mon cerveau. Même si au départ, j'ai eu l'idée de regarder si ça existait, mais pour autant, c'est connu et publié. Donc, et d'ailleurs, je ne vois pas ce que je viendrais dire ici qui serait contraire à la science. Donc oui, il suffit de me demander les références, je les donnerai, il n'y a aucun problème. Donc les questions, pour revenir aux questions pour le médecin généraliste, donc ensuite, avez-vous donc des maux de tête? Parce que les céphalées sont elles aussi l'apanage des Mickey. Souvent, on ne sait pas quoi faire devant des maux de tête. J'ai fait des remplacements en médecine générale, mais qu'est-ce que j'étais embêté. Je repassais dans ma tête le nombre de gouttes de DHE qu'il fallait donner. Oh, c'est combien? C'est 20, c'est 40, c'est combien? Et je ne pensais pas interroger. En revanche, quelqu'un vient pour mal de tête, j'interroge. Avez-vous des aftes? Avez-vous mal au ventre? Avez-vous été opéré des amygdales? Avez-vous des ballonnements des gaz? Ça y est, vous arrivez dessus et vous avez des symptômes de Mickey, vous traitez la Mickey, les migraines disparaissent. Et on appelle ça même les gluten migraines, c'est pour vous dire, les Américains ont appelé ça les gluten migraines. Combien de patients ont été guéris par l'arrêt de gluten? Mais encore, Mathieu, j'ai découvert autre chose. C'est que ces entéropathies, là où il y a les parasites, vont entraîner des carences en B12, en B9 et aussi en carnitine. Et la carnitine, lorsqu'elle est basse, donne des migraines. Donc, en corrigeant la Mickey, parfois sans le savoir, tu corriges une carnitine qui était basse et la migraine va disparaître. Donc, on a tout intérêt à trouver la maladie de l'intestin grâce à nos parasites. Merci à eux qui nous guident, qui nous disent il y a bien une maladie de l'intestin. On les traite. Et il faut les traiter tous les 6 mois, bien sûr, ces parasites. Parfait. Et puis tu me mentionnais également les cystites à répétition, éventuellement, auxquels il Voilà, faut penser. encore ces questions, puisque moi je passe en revue tout l'appareil, donc maintenant digestif, appareil urogénital, on pose des questions à cet endroit-là. Et puis après les membres inférieurs, les muscles, les neurones, est-ce que vous butez en montant les escaliers? Donc tu trouves des signes digestifs, des signes buccaux, les céphalées, des signes urogénitaux. Et là, tu as de quoi faire avec ton diagnostic. Et puis après, tu examines le patient. Il peut avoir un Parkinson, il peut avoir tout ça. Mais tout ce que tu as trouvé là, c'est passionnant. Pourquoi? Parce que je ne savais pas ça. Après 12 ans, 15 ans d'études médicales, après avoir été chef de clinique en médecine interne, praticien hospitalier universitaire en médecine interne, je ne savais pas que la maladie de Parkinson était associée à la maladie de Crohn. Est-ce que tu le savais? C'est toi qui me l'as appris. Oui, je te dis. C'est incroyable. Quelqu'un qui a une maladie de Crohn, faut trouver quand a une maladie de Crohn, faut chercher le Parkinson. Quelqu'un qui a Parkinson, faut chercher. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le Parkinson? Je suis très content parfois de donner des informations. Si vous donnez de la B12 au Parkinson, il va s'améliorer. Si vous donnez de la B2 au Parkinson, c'est parce qu'il a une carence due au Crohn qu'on n'a pas diagnostiqué. Et on explique en fait que corriger des carences chez le Parkinson les améliore parce qu'en fait on corrige les conséquences d'un Crohn. Mais j'ai jamais vu un gastro-entérologue me parler de ça, ni un neurologue me parler de ça. Peut-être que ce n'est pas encore assez diffusé, mais c'est largement connu dans la littérature médicale. Merci Philippe, merci pour tout ce partage d'une grande richesse. On va aborder maintenant, si tu veux bien, le traitement. Et en lisant ton livre, il m'est venu une question tout le long de tes pages. Pourquoi est-ce qu'on ne déparasite plus, notamment les jeunes enfants? Je ne suis pas très vieux, j'ai pas encore 40 ans, mais j'ai le souvenir qu'en étant enfant, le pédiatre de mes parents leur prescrivait souvent des vermifugages systématiques pour moi et mes frères.
chose qu'on ne fait plus du tout, j'ai l'impression. Pourquoi avoir abandonné cette pratique? Alors, parce qu'il y a eu ces théories hygiénistes selon lesquelles tout était sain, qu'il n'y avait plus besoin donc de traiter des agents infectieux. On pense que les services vétérinaires sont suffisamment compétents et travaillent suffisamment pour empêcher qu'il y ait des parasites dans la viande, par exemple. Eh bien non, pas du tout. Cette petite fille qui avait une pelade, elle a 9 ans, elle a plus du tout de cheveux là au milieu. L'histoire est assez marrante parce que la maman adorait sa petite fille, elle la bichonnait. Et chaque fois que je posais des questions, elle se tournait à la petite fille, elle l'embrassait sur le crâne et disait viens ma petite que je t'embrasse sur mon petit trou d'amour. Et donc on l'a appelée, cette petite fille, on l'a appelée mon petit trou d'amour, qu'elle n'a plus maintenant puisque en fait, elle avait quoi? Un ténia. Les anciens parlaient dans les pelades d'épines irritatives. Faut chercher un microbe dentaire, faut chercher un foyer chronique sinusien, faut chercher faut chercher des parasites. Eh bien, j'ai interrogé, madame, vous avez regardé les selles? Vous pourriez regarder les selles. Et un jour, elle vient, elle me dit, j'ai vu des petits carrés blancs. Et ça y est, c'est un ténia. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Pas de doute, on traite. Il vaut mieux traiter que s'abstenir de traiter. Parce qu'on peut passer sa vie à chercher des preuves. Je traite, et là, les poils repoussent. Elle guérit totalement de sa pelade. Et aujourd'hui, je ne peux pas voir un malade peladique sans lui traiter les parasites, systématiquement. Donc, il aurait été utile, je pense, de déparasiter systématiquement. Peut-être qu'on verrait moins de ces maladies qui sont aujourd'hui en augmentation. Il est vrai, on voit beaucoup plus de pelades, on voit beaucoup plus de maladies atopiques, de choses comme ça. Et on disait également que toutes les personnes qui avaient un déficit congénital en immunoglobuline A, donc pour les auditeurs, les anticorps IgA sont des anticorps qui protègent les tuyaux et en particulier de l'intestin. Quand je dis intestin, ça part du pharynx jusqu'à l'anus. Eh bien, ces gens qui ont un déficit en IgA ont souvent des maladies infectieuses du tube digestif, Helicobacter pylori, et des parasites. D'ailleurs, si vous avez un Helicobacter pylori, on ne doit pas dire on tourne la page, allez, on va vers autre chose. Non, non, non. S'il y a un hélicobacter, c'est qu'il y a une entéropathie. Comme s'il y a des vers, il y a une entéropathie. La muqueuse de l'estomac est suintante, gluante, malade, l'hélicobacter va s'installer. Il y a encore des controverses, il y a des gens qui disent je suis pas d'accord, mais moi je serais plutôt d'accord là-dessus. Et quand on trouve l'hélicobacter, je trouve toujours une Mickey associée. Donc, ces traitements antiparasitaires, donc ce déficit immunitaire en IgA favorise tout ça. Si bien qu'à l'époque, on disait tous ces malades doivent avoir des traitements antiparasitaires tous les 6 mois. Au moins ces malades-là. Eh bien maintenant, on ne le fait plus. Et on ne le fait plus pour la grande population. Donc c'est bien dommage et je pense qu'il faudrait peut-être y revenir. Alors, je comprends que dès qu'on a le moindre doute, un signe clinique, un prurite, un eczéma, une urticaire, etc., si on a le moindre doute, on traite. Est-ce qu'il faudrait le faire systématiquement dans la population générale, sans symptômes cliniques? La médecine ne nous y conduit pas. On va me dire que c'est pas de la médecine, c'est probabiliste. S'il n'y a pas le moindre signe clinique, je ne le ferai pas. Parce que si on a un accident thérapeutique, ce qui peut tout à fait arriver, même si c'est rarissime, on nous le reprocherait. Donc, non. Par contre, peut-être, en revanche, avec des traitements, comme les gens appellent naturels, prendre des clous de girofle, du brou de noix, des ails, c'est pas gênant de faire une petite cure de produits de cette nature, qui ne seraient pas des médicaments. Très bien, Philippe. Ce sont des traitements qui sont hyper anciens, bien tolérés. Est-ce qu'il y a une vigilance particulière à prendre avant de déparasiter vermifugés? Alors, oui, pour certaines parasitoses, par exemple les anguillules et ankylostomiases, qui sont des parasitoses où il y a énormément de larves qui circulent, si on tue brutalement les larves, il peut y avoir une grosse réaction dite d'Alzheimer avec un œdème, l'urticaire, une chute de tension, etc. Donc il faut y aller progressivement et surveiller, mettre des antihistaminiques et parfois même des corticoïdes pour des maladies telles que celle-là. Pour la plupart des parasitoses, on prévient le patient qu'il peut y avoir une réactivité à la fois intestinale, il peut y avoir de la diarrhée, des ballonnements, des gaz, des gargouillis, et puis il peut y avoir l'augmentation de l'eczéma pendant quelques jours ou de l'urticaire pendant quelques jours. Donc on va conseiller d'associer des antihistaminiques, parfois même des corticoïdes. Donc il faut savoir ça. Il faut savoir que les médicaments, et notamment le plus prescrit qui est l'albendazole,
contient des excipients qui peuvent être parfois néfastes. Et j'ai eu malheureusement 2 cas de patientes qui, je donne le tuyau, ça peut être utile, étaient allergiques à la bétadine. Et on retrouve dans la bétadine le même excipient qu'on retrouve dans l'albendazole, le Zantel. Et cet ingrédient a pu être responsable de manifestations assez graves. Donc je poserai la question, êtes-vous allergique à la bétadine avant de commencer? Également, il y a quelque chose qui pourrait être inquiétant. C'est que sur la notice de médicament, il est marqué attention, risque d'infertilité. Risque pour en cas de grossesse, etc. Et je me souviens, un jour, j'aime bien raconter les petites histoires parce que c'est comme ça qu'on se rappelle des choses. Et dans mon livre, il y a plein de petites histoires croustillantes, j'allais dire. Eh bien, un jour, ma fille me réveille à minuit. Elle est grande, elle a 18 ans. Elle est dans sa chambre d'étudiante. Elle m'appelle papa, papa, tu veux me tuer ou tu veux que j'ai plus d'enfants? Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais dites, mais tu m'as prescrit Zantel. Regarde la notice, c'est marqué qu'on pourra plus avoir d'enfants. Je dis, bah attends, tu m'inquiètes, ça fait 30 ans que je prescris Zantel, jamais eu le moins de problème, etc. Donc, dès le lendemain matin, j'appelle l'agence de santé, j'appelle le laboratoire, je regarde la notice, je fais la bibliographie, et le laboratoire n'est pas au courant. Je dis, mais non, monsieur, regardez. Et il m'envoie une dizaine de publications où on a donné du Zantel à des femmes enceintes, où on a donné du Zantel à des femmes qui n'arrivaient pas à être enceintes parce qu'elles étaient parasitées, on leur en a donné, elles tombaient enceintes. Donc, ils me disent, non, ça ne peut pas gêner. En fait, qu'est-ce qui s'est passé probablement? Et d'ailleurs, les articles montrent la parfaite tolérance de ces médicaments, c'est que si ça passait la barrière intestinale, si on mettait ce médicament dans le sang, oui, il y aurait tous ces ennuis. Mais ce médicament, il ne passe pas la barrière intestinale. À plus de 95%, il reste dans l'intestin. Donc, il n'y a pas de signe systémique lié à ce médicament. Donc, il y a que l'excipient qui pourrait passer, on l'a vu tout à l'heure. Mais la molécule ne passe pas. Donc, soyons rassurés, mais si des patients vous questionnent là-dessus, il faut savoir qu'il y a des articles qui montrent que c'est très bien supporté. Merci pour ces précisions, toujours très utiles, et notamment le lien entre l'excipient de l'albendazole et de la bétadine, qui peut être Oui, utile à demander en consultation. oui, Philippe, je te remercie. Il me reste 2 petites questions à te poser, et je ne peux pas résister à l'envie de te demander, s'il te plaît, de nous détailler, s'il te plaît, ton protocole type, si tu en as un, de l'interrogatoire à la lecture du dossier médical de ton patient en passant par les examens complémentaires. Est-ce que tu peux me détailler un petit peu ta routine, ce que tu fais en pratique quand tu reçois un patient pour être aussi pointu sur son histoire, son examen clinique, son dossier? Comment tu fais en pratique, s'il te plaît? oui. Alors, en pratique, je reçois la personne et je prends déjà ses renseignements administratifs. Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle a des enfants? J'en profite pour poser une question. Avez-vous des fausses couches? Avez-vous eu des fausses couches? Pourquoi? Parce que si on arrive vers une Mickey, les Mickey ont souvent des fausses couches, par le syndrome des antiphospholipides. Donc, tant qu'à faire, pour pas oublier cette question, je la pose au moment où je demande s'il y a des enfants. Et ensuite, je vais laisser exprimer le patient qui va me dire tous ces symptômes et je vais noter tout ça. J'écoute, vraiment j'écoute, je note tout. J'ai mal au genou, j'ai ceci, j'ai cela. Je ne fais aucune remarque. Et je me dis à la fin, je vais assembler les éléments. Je vais les chercher et les remettre en place. Pour le moment, j'écoute. Et ensuite, je pose mon questionnaire qui est toujours le même. Donc, je n'ai pas de difficulté. Je commence depuis la tête jusqu'au bas des pieds. Et je descends. Est-ce que vous avez mal à la tête? Est-ce que vous avez eu des problèmes aux yeux? Est-ce que vous avez des problèmes de sinusite, etc. Par exemple, sinusite, c'est pas inutile. Les sinusites chroniques sont le plus souvent liées à une maladie de Crohn. Les maladies parodontales des gencives sont liées à une maladie de Crohn. Donc, elle dit oui, j'arrive pas à me sortir de ma maladie parodontale. Et quand vous allez arriver en bas, vous allez voir qu'il y a des troubles digestifs, vous allez lui dire, ben, peut-être qu'on va y arriver, etc., etc. Donc, voilà. Et après, on a tout ça. Ensuite, je regarde toute la biologie. Disons que je le fais pendant que je pose des questions. On est capable de faire plusieurs choses à la fois. Et puis en même temps, je dis, oh, vous avez vu là, vos gamma globulines? Oh, vous avez vu vos éosinophiles là? Ça fait 3 fois qu'ils sont à plus de 700, pourquoi on ne vous l'a pas dit, etc. Et donc, on note tout ça. Et ensuite, l'examen clinique complet, malade déshabillé. Donc, tous les malades sont déshabillés. C'est une consultation qui dure au minimum 30 minutes, si ce n'est pas 45 minutes. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours le faire en consultation de médecine générale, mais on peut, pourquoi pas, dire aujourd'hui, on voit tout l'anamnèse et la biologie, et puis demain, on fera un examen clinique complet. Mais il faut y arriver à le faire, parce qu'on ne peut pas se passer de regarder les ganglions, par exemple. Et puis ensuite, eh bien, il faut tirer les conclusions. Et tirer les conclusions, c'est ramener les trucs.
Donc, madame, vous avez mal au ventre et vous avez eu des angines. Donc, je pense, vous êtes hyperlaxe. Donc, je pense que vous avez une entéropathie parce que vous avez un leaky gut. Entéropathie au lait de vache. Vous m'avez dit que vous aviez le rhume des foins. Donc, je pense que vous êtes intolérante au gluten. D'ailleurs, j'ai vu des signes sur votre peau, etc. Et puis après, on va finir. Donc, vous avez bien cliniquement une maladie de Parkinson, mais peut-être associée à cette entéropathie, puisque maintenant, on sait que la maladie de Crohn est associée volontiers au Parkinson. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Et j'allais dire, j'essaie de reprendre des exemples de la vie de tous les jours, mais si tu as une situation, je vais te montrer que tout se ramène à l'intestin et peut-être aux parasites. 80% des pathologies pour lesquelles on vient me voir en médecine interne finissent par l'intestin. Il y a quelque chose dans l'intestin. Alors, on a parlé beaucoup des parasites intestinaux, mais dans le livre, on parle aussi beaucoup d'autres choses. Les parasites sur la peau, les ectoparasites, les poux, la gale, les morpions. Il y a des histoires fabuleuses avec les morpions, etc. Donc, les parasites sont des êtres qui ne sont pas que des petits vers comme ça. Il y a plein de bestioles. Vraiment, c'est passionnant, ce monde-là. Et donc, ces parasites, par exemple, vous avez des petits boutons sur la joue, comme de la rosacée. Ben, savez-vous que ça pourrait être dû à un démodex, un petit parasite de peau qui est un petit crabe de la famille de la gale, un petit acarien que personne ne connaît vraiment. Et ce petit acarien, il va piquer là, il va faire des boutons de rosacée. Et pourquoi il vient? Parce que vous avez des vers dans l'intestin. Donc, si on vient vous voir pour ça, et que vous n'avez pas questionné sur l'intestin, comment vous allez faire votre diagnostic? Vous allez dire rosacée, vous allez donner une crème au métronidazole. Par contre, si l'intestin est douloureux, vous allez déjà penser à l'hélicobactère qui est présent une fois sur deux dans les rosacées. L'hélicobactère pylori, vous allez le chercher. Puis vous allez penser à la maladie intestinale et aux parasites qui ont gratté, qui ont donné les cystites, les mycoses. Et du coup, la maladie de peau va finir par guérir. Sinon, vous voyez des gens qui se reviennent pour des rosacées. L'avantage de cette prise en charge, c'est que les gens ne viennent qu'une fois ou récidivent 2 ans après parce qu'ils ont oublié de se retraiter des parasites. Oups. Très bien. Très bien. Philippe, je te remercie infiniment. Je rappelle ton dernier ouvrage, Les parasites, ces hôtes invisibles qui envahissent notre corps. Et avant de te remercier chaleureusement, est-ce que tu pourrais nous raconter une des nombreuses anecdotes que tu partages dans ton livre? Tu m'en as déjà esquissé quelques-unes. Je te laisse le choix pour la dernière. Et puis ça nous laissera comme ça une belle anecdote avant de se dire au revoir. Alors, il y a beaucoup d'anecdotes là-dedans et je vais en raconter une qui m'a fait transpirer, beaucoup transpirer. Un jour, on m'appelle et on me dit, est-ce que tu pourrais pas aller voir à Paris des personnalités qui viennent du Maroc et qui sont à Paris. Aujourd'hui, les 2 petites filles se grattent le cuir chevelu. Et on ne sait pas ce qu'elles ont. Ça fait 4-5 jours qu'elles se grattent. Bon, donc je prends le train et je vais les voir dans l'hôtel où ils sont. Et je vais arriver à 9h du soir, mais pendant tout le voyage, j'avais emmené des livres de dermato, tu vois, pour me dire, mais qu'est-ce que ça peut être quand on gratte le cuir chevelu? S'il n'y a pas de dermatose, qu'est-ce que c'est? S'il n'y a pas de plaques, pas de boutons, pas de rien, pas de croûte. Et je me convainc d'une chose, c'est que s'il n'y a rien, c'est que forcément c'est des poux. Et ne pas dire c'est dans votre tête, jamais. Ça, c'est vraiment l'erreur grotesque à dire à des gens qui se grattent, c'est dans votre tête. Non, c'est jamais comme ça. Il y a toujours une cause. Donc, j'arrive là-bas et la maman est très heureuse de me voir arriver. 21h, elle appelle la première fille, vient vers le docteur, je regarde les cheveux. Bien sûr, avant, j'ai fait un interrogatoire général, j'ai regardé le carnet de santé, etc. Mais là, j'en suis aux cheveux. Je vois rien. Et je me mets à transpirer. Je dis, mince, je vais peut-être quand même voir une loupe, pas une loupe, une lente, voir je ne vois rien. Je dis, bon, je vous parlerai après quand j'aurai vu la deuxième. La deuxième vient, je dis, j'espère que j'ai trouvé quelque chose. Je ne vois rien. Je suis rouge de honte et la mère me dit, alors docteur, qu'est-ce qu'elles ont les petites? Je dis, écoutez, c'est très difficile, mais dites-moi quand même, elles ont. Ben écoutez, madame, elles ont des poux. Et la maman de presque se fâcher, mais enfin, professeur, vous ne vous rendez pas compte, vous ne savez pas qui nous sommes, quoi, les petites des poux, mais maman, elle appelle sa mère qui est à la salle de bain, qui est donc la grand-mère, qui est en train de faire sa toilette. Maman, viens voir, le professeur, il dit que les petites ont des poux. Et la grand-mère arrive, je dis, ah bon, bonjour professeur, je vais regarder ça. Elle prend les petites sur ses genoux, elle regarde, elle dit, ah ben oui, regarde là, il y en a un, là il y a une lente, là il y a ceci, il y a cela, que je n'avais pas vu. Les grand-mères, elles ont une grande expérience. C'était comme les aides-soignantes dans les services hospitaliers, c'est elles qui faisaient le diagnostic des poux, parce que nous, les jeunes médecins, on ne savait pas les voir. J'ai été sauvé par la grand-mère. Et à ce moment-là, la maman, vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, ah, mais c'est vrai, docteur,
Il y a 4 jours, elles ont reçu une de leurs petites copines qui avait eu des poux. Elles m'auraient dit ça plus tôt, j'aurais été plus rassuré plus tôt. Donc voilà cette histoire qui est très cocasse. Là encore, un adage, tout prurite du cuir chevelu sans explication, c'est des poux. Merci infiniment pour ce dernier passage. Merci pour ce chaleureux moment hyper instructif comme d'habitude. Il Merci. ne me reste qu'à te dire au revoir et puis j'espère à très bientôt, mon cher Très Franck. bientôt, Mathieu. Merci beaucoup à toi. Bravo, vous êtes bien arrivé à la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a inspiré et apporté des clés utiles pour votre pratique. Pour ne rien manquer des prochains épisodes de Super Docteur, pensez à vous abonner dès maintenant. Si mon travail vous plaît, parlez-en autour de vous, à vos consoeurs, vos confrères et même à vos internes. Et si vous voulez me soutenir, laissez-moi une belle note de 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. C'est rapide, ça m'aide énormément, et surtout ça permet à d'autres médecins de découvrir ce contenu pour que l'on partage ensemble nos idées et améliorer nos pratiques. Merci pour votre écoute, et à très bientôt.